2 mois avant les attentats du 11 septembre, en 2001, je partais pour 15 jours à Kaboul, en plein régime des talibans. La théocratie islamiste en place enfermait le peuple derrière la barrière de la charia et de ses interdits. Les femmes étaient emprisonnées derrière leur burqa, leurs enfants tenus de porter le turban des talibans et le pantalon à large pan. Au moindre écart, les fondamentalistes sortaient le fouet pour soumettre la population à leur obsession islamiste. Dix ans plus tard, j'ai voulu revenir à Kaboul et tenter de retrouver celles et ceux que j'avais filmés auparavant. Aujourd'hui, les talibans ne sont plus maîtres de Kaboul. Ils ont été évincés de la ville depuis l'intervention des forces internationales en Afghanistan en octobre 2001. Depuis, ils sont rentrés en résistance. Mais Kaboul offre toujours la vision d'une ville impénétrable. D'un côté, des murs de béton à perte de vue, des postes de garde et des chicanes pour empêcher le passage de voitures piégées. De l'autre, dans chaque rue, chaque artère, les symboles de la modernité. Durant 3 semaines, je vais mener une enquête dans la capitale afghane à la recherche de ces anonymes rencontrés il y a 10 ans. Sont-ils morts? Sont-ils vivants? Que ressentent-ils aujourd'hui? Première étape de l'enquête, Marastoun, un établissement du Croissant Rouge afghan où j'avais rencontré, toujours clandestinement, en 2001, ces femmes et des enfants qui travaillaient sous la garde rapprochée des talibans. Certaines de ces femmes sont médecins ou infirmières, interdites d'exercer leur métier. J'étais enseignante avant l'arrivée des talibans. Non, elle a toujours été couturière. Non, elle a toujours fait que Des tapis, d'accord, d'accord. Le taliban avait déformé ses propos. 10 ans plus tard, les choses ont bien changé à Marastoun. C'est notre atelier de couture de Marastoun. Il est financé par les Canadiens. Depuis la chute du régime des talibans, une femme, Farida Wali, est à la tête de cet atelier de couture, une femme heureuse de pouvoir enfin vivre sans peur des talibans. Comme la plupart des couturières de son établissement, elle s'est libérée de la burqa. Que fabriques-tu? Je fabrique des jupes. Dans l'équipe, il y a aussi un homme qui travaille au milieu des femmes, une situation inimaginable à l'époque des talibans. Nous, les femmes, on est fiers d'être sorties de la maison. On travaille dans les administrations, dans les bureaux. On est vraiment contentes. J'ai l'impression de me retrouver face à une mini-révolution féministe, quand tout à coup, 2 hommes étrangers font irruption dans l'atelier. Farida fait signe aux femmes de se voiler. Plus un bruit. Ce sont des femmes d'intérieur. Elles ne sont pas libres. Elles n'ont jamais été à l'école. Et elles n'ont pas l'autorisation de leur famille pour montrer leur visage. En suivant Farida Wali dans le centre médical installé dans le même bâtiment, je vais découvrir que les récalcitrantes sont souvent victimes de représailles de leur famille. Chaque jour, de nouvelles patientes arrivent. Une femme sur 3 souffre de névrose post-traumatique. Cette femme a déjà tenté de se suicider. Ce sont des femmes qui habitent à Marastoun. Elles sont malades à cause de la guerre, mais aussi à cause des problèmes qu'elles rencontrent dans leur famille. Leurs maris deviennent violents, agressifs.
C'est pour cela que leurs femmes deviennent dépressives. Cette détresse me renvoie à celle des femmes que j'avais rencontrées en 2001. Je veux savoir ce qu'elles sont devenues dans ce nouvel Afghanistan. Pour les retrouver, je montre à Farida Wali les images d'elles, tournées il y a 10 ans. Non, je n'arrive pas à les reconnaître. Elle est totalement recouverte par sa burqa. Cette femme, c'est une ancienne enseignante. Est-ce qu'elle la reconnaît ou pas? Ah, ça y est, je connais cette femme. Elle s'appelle El Moukariba. C'était une ancienne enseignante dans une école de Makroyan. Après la chute des talibans, elle est restée travailler ici durant 3 ou 4 mois. C'est pour ça que je la connais bien. Si vous voulez des informations à son sujet, je peux vous en donner. Je décide alors de me rendre à Makroyan, sud-est de Kaboul. Rendez-vous est pris avec notre institutrice à l'école Abou El Qassem El Fardaoussi. C'est quoi mon nom? Vous dites comment? El Moukariba, 45 ans, est redevenue professeure de Dari, la langue nationale afghane. Elle a repris son travail 2 mois après la chute des talibans. Dans sa classe, les garçons et les filles sont mélangés. Une mixité autorisée par la loi afghane uniquement pour les enfants de moins de 9 ans. Ce jour-là, cours de dessin au programme, encore interdit il y a 10 ans. Maintenant, je respire. Je suis libre. Avant, je ne pouvais pas travailler librement. Sous la burqa, je n'étais pas libre de mes mouvements. Maintenant, je peux faire les gestes qui me plaisent. Je peux bouger la tête, je peux parler, chanter, danser. آفرین 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 شاباش یک چک جانانه بیا بچیم تشکر لطف شماست Il faut que je sois une enseignante, mais aussi une maman pour mes élèves. Si je ne suis pas gay, mes élèves auront beaucoup de mal à apprendre. Il faut que l'enseignante adapte son comportement à leurs demandes pour que s'installe une relation d'affection et de confiance entre nous. Après la puberté, 45% des filles afghanes sont retirées de l'école. Leurs parents les forcent à se marier, souvent dès l'âge de 15 ans. En m'autorisant à filmer, le ministère de l'Éducation du gouvernement Karzai veut surtout donner une image édifiante de son action. Mais avant le début de mon tournage, les classes sont nettoyées de fond en comble. La directrice a également reçu des ordres. Je dois aussi filmer cet atelier de couture, fierté de l'école. Ici, ce sont les élèves qui fabriquent elles-mêmes ces babioles. La visite est guidée. Je veux être médecin dans le futur. Docteur? Pourquoi tu veux être médecin? Parce que c'est un métier qui m'intéresse beaucoup. Et puis c'est aussi pour rendre service à mon pays. Ce sont des filles douées. Les professeurs sont satisfaits de leur travail parce qu'elles font beaucoup d'efforts pour réussir. Apparemment, ces 2 élèves ont été triés sur le volet. Il est évident que bien des familles n'autorisent pas leurs filles à aller à l'école. C'est un grand problème pour elles d'abord, ensuite pour leur famille, mais également pour l'État. Pas question de développer davantage. La directrice, visiblement embarrassée, préfère couper court en tournant la situation à la dérision. Ça, ce sont les filles de Kaboul à l'époque des talibans.
Avant septembre 2001, certains parents bravaient les interdits des talibans pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école. L'éducation des fillettes était interdite dans le pays. Au centre de Marastoun, ces petites filles apprenaient à travailler avant même d'avoir appris à lire et à jouer. Je veux être enseignante. 10 ans plus tard, ces fillettes sont adolescentes. Que sont-elles devenues? Sont-elles lycéennes ou mariées de force, comme beaucoup de leurs semblables? Pourquoi les parents, aujourd'hui encore, interdisent à leurs filles de suivre une scolarité? Deuxième étape de l'enquête. Farida Wali me présente Shahida, une ancienne couturière qui a vécu 6 ans à Marastoun, sous le joug des talibans. Une période difficile dont elle ne parle que rarement. Shahida a tout de même accepté de visionner mes images pour me permettre de retrouver les petites filles filmées il y a 10 ans. Je ne connais pas. C'est la fille d'Andar. Ah oui, c'est la fille de Zahir Andar. Ils sont partis de Marastoun peu avant la chute du régime des talibans. Le père est unijambiste. L'État leur a attribué un logement dans le quartier de El Kassaba. Farida me remet le numéro de téléphone de Andar, le père. Dans la voiture, mon interprète prend contact avec lui. Rendez-vous est pris sur son lieu de travail. Le marché de Makroyan, carrefour de tous les trafics et miroir de la misère qui ronge le pays. 10 ans de guerre ont détruit l'économie afghane, le chômage progresse d'année en année. La plupart des habitants n'a d'autre choix que de se débrouiller avec des petits métiers. Comme Andar, que je reconnais sur son fauteuil roulant, il est vendeur de journaux. De l'aube au coucher du soleil, il accoste les conducteurs, espérant qu'une vitre s'abaissera pour 5 ou 10 Afghanis, c'est-à-dire pas grand-chose. Je fais ce travail parce qu'il n'y a personne d'autre qui travaille dans ma famille. On est 8 personnes, 8 bouches à nourrir. Aussi, je travaille car je ne veux pas compter sur les autres ni vivre de la charité. Pour garder ma dignité, je dois faire un travail honnête, comme un bon musulman qui respecte son Dieu. Ancien moudjahid durant la guerre contre les soviétiques, il a perdu l'usage de ses jambes en 1988. Aujourd'hui, sa vie dépend de son fauteuil roulant qui lui permet de se déplacer et de pouvoir travailler. Une corvée l'attend à chaque fin de journée. Il a besoin de plusieurs dizaines de minutes pour bâcher et attacher son outil de travail. Au risque de se faire renverser par une voiture, Andar doit ramper, souvent au milieu de la chaussée, pour rejoindre la station de bus la plus proche et rentrer chez lui. Aujourd'hui, je lui fais profiter de mon chauffeur et de sa voiture. Je demande à Andar des nouvelles de sa fille et l'autorisation de la rencontrer. Oui, vous pouvez la filmer. Vous pouvez la filmer parce que vous l'avez rencontrée quand elle était jeune. Mais aussi parce que vous êtes venu de très loin pour la revoir. Je dois aussi vous dire une certaine vérité. Habituellement, je n'accepte pas qu'on filme mes filles. Certainement pas par un étranger. En revanche, Andar refuse que je rencontre sa fille en dehors de son domicile, par crainte des représailles des voisins. Nous sommes dans un quartier à forte majorité pachtoune, l'ethnie originaire des talibans, très attachée à la tradition islamique. Les femmes n'ont pas le droit de se montrer devant un étranger. À notre arrivée, son fils s'est empressé de fermer le portail pour éviter les regards indiscrets.
C'est dans ce climat de suspicion que je retrouve Mina. La petite fille qui voulait devenir institutrice est aujourd'hui une adolescente. Elle passe le plus clair de son temps libre à la cuisine, cantonnée aux tâches domestiques. En Afghanistan, nous vivons toujours sous les ordres des hommes. C'est très difficile. Je veux être une femme indépendante. Je ne veux dépendre de personne. Je veux gagner ma vie à la sueur de mon front. À 16 ans, Mina continue tout de même d'aller à l'école. Elle a de bons résultats scolaires et passera son bac cette année. Elle n'a pas oublié son rêve de petite fille. Je veux devenir enseignante. Je veux apprendre aux autres filles à s'éduquer. Je ne veux pas que les autres filles vivent enfermées comme je l'ai été. Une femme éduquée pourra travailler et permettra aussi à ses enfants d'accéder au savoir pour le transmettre à leurs propres enfants. Mais son grand frère, un adolescent, respectueux à l'excès des lois de la charia, ne conçoit pas l'avenir de sa sœur en dehors des règles de l'islam rigoriste. Je suis son grand frère. Et jamais de la vie, tant que je suis vivant et en bonne santé, jamais je ne laisserai ma sœur travailler. Andar tente de le raisonner. L'adolescent ne veut rien comprendre, ou plutôt ne peut rien entendre. Question de conviction religieuse. Je suis musulman et je ne changerai jamais. Qu'importe où je suis, qu'importe où j'irai, je ne changerai jamais. Je suis musulman et je resterai fidèle à l'islam. Très inquiet, Andar craint que son fils, sans travail, ne soit tenté de s'enrôler dans les mouvements armés. Une inquiétude légitime. Ces jeunes qui manient des armes factices en pleine rue renvoient à une réalité qui est loin d'être un jeu d'enfant dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. À Kaboul, les armes se vendent sous le manteau et les talibans n'hésitent pas à embrigader les jeunes désœuvrés dans leur guerre contre les forces étrangères et le gouvernement afghan. Derrière ces barbelés, j'ai rendez-vous avec Ouzda, ancien porte-parole au ministère des Affaires étrangères au temps des talibans. Cet ancien islamiste a abandonné son turban et rasé sa barbe pour faire peau neuve dans l'édition. Selon lui, ce sont les liens entre les talibans et Al-Qaïda qui ont motivé sa repentance. Il me montre ces images qui confirment l'existence d'écoles où l'on fabrique des petits kamikazes, des machines prêtes à tuer et à mourir, des déjà morts. C'est un film de propagande des talibans. Ça se déroule sur la frontière pakistanaise. Il y avait une école là-bas où ils organisaient des entraînements. Les talibans ont une centaine de CD de ce genre. Là, ce n'est qu'un extrait. Malgré mes questions, Ouzda refusera de me dévoiler la source de cette propagande massive. Pour en savoir un peu plus sur cet art de la guerre version islamiste, j'ai décidé de retrouver des talibans que j'avais filmés ici, au ministère des Affaires étrangères, en 2001. Je montre mes images à Ouzda. Immédiatement, il reconnaît l'homme qui tient le missile à la main. C'est El Moutawakel, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il habite dans le quartier du Palais Blanc, au sud de Kaboul. Je suis au cœur du fief des talibans de Kaboul, lieu de violence et d'enlèvement quotidien.
Rares sont les caméras étrangères qui sont parvenues à y pénétrer. El Moutawakel, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est l'un des hommes les plus proches du Mollah Omar, le leader des talibans. À l'époque, cet homme venait de prononcer une fatwa ordonnant la fermeture des dernières écoles des filles dans le pays, dans cette lettre qui dénonçait la mixité pratiquée dans les classes. Une position qu'il clamait haut et fort devant ma caméra. Aujourd'hui, l'ancien ministre est directeur de l'une des écoles coraniques qui foisonnent dans le pays. Qu'en est-il de ses positions islamiques 10 ans plus tard? Je suis toujours contre l'éducation de la femme. Pour ma part, je dis qu'une femme ne doit en aucun cas faire des études. Est-ce que ce n'est pas inhumain, finalement, de pratiquer une telle discrimination contre les femmes? Il n'y a rien d'inhumain là-dedans. La femme doit être voilée et vivre entre les 4 murs de la maison. C'est cette vision du monde qui est humaine. La femme doit rester à la maison. Et je le répète, il n'y a rien d'inhumain dans notre dogme. L'humanisme et la justice vont de pair avec le voile et l'enfermement de la femme. El Moutawakel reste fidèle à sa vision sectaire de la charia. Pourtant, cet homme est présenté dans les chancelleries occidentales comme un taliban modéré. À ce titre, les émissaires étrangers se bousculent pour l'associer au processus de paix engagé avec les leaders talibans. Peine perdue. Nous demandons aux étrangers de quitter d'abord l'Afghanistan. Et eux nous rétorquent qu'il faut baisser les armes et abandonner nos relations avec Al-Qaïda. Nous avons de sérieux doutes sur leur sincérité. Depuis 10 ans, le coût humain de la guerre meurtrière qui sévit en Afghanistan ne fait qu'augmenter. Selon l'ONU, 2000 personnes seraient mortes en 2010, alors qu'un décompte de l'agence France-Presse évoque 10 000 morts l'année dernière. 100 000 depuis le début du conflit en octobre 2001. Et ce sont généralement les civils innocents, victimes des insurgés talibans, victimes aussi des forces étrangères qui remplissent les cimetières. Mémoire vivante de toutes les guerres qui ont ravagé l'Afghanistan, le centre orthopédique de la Croix-Rouge internationale existe depuis 30 ans. Une centaine de blessés arrivent ici chaque jour. Bien plus qu'un centre de fabrication de prothèses, c'est une mégapole de victimes qui a reçu depuis sa création plus de 600 000 patients. C'est là que je retrouve Mina, au milieu des malades. Elle est venue accompagner son père. Invalide depuis 20 ans, Andar espère toujours une amélioration de son état et se fait suivre régulièrement par les médecins étrangers. Nobody should touch his back because it creates more problem than is like this. Unfortunately, for the leg is too late. We cannot do what we could have done 20, 30 years ago. Pendant que son père se fait soigner, Mina semble démunie devant les victimes de la guerre, souvent réduites à l'état de pantin désarticulé. Leur grand problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Partout où ils en demandent, ils sont maintenus au pas de la porte. Sous prétexte qu'ils sont handicapés, on leur dit qu'ils sont incapables d'accomplir un travail ou d'avoir une responsabilité. Certains leur font même comprendre qu'ils sont inutiles pour la société. Je n'aime pas qu'on se moque des handicapés, parce qu'à un moment de leur vie, certains étaient comme vous et moi, en bonne santé. Mais un jour, la guerre a décidé de leur infliger ces souffrances. Cela fait 30 ans que la guerre dure en Afghanistan. Jusqu'à présent, il y a toujours des attentats. À l'issue de la consultation, les médecins d'Andar sont formels.
il ne pourra jamais quitter son fauteuil roulant. L'hôpital, c'est aussi pour lui l'occasion de demander du travail pour son fils, seule façon, selon lui, de l'éloigner de ses tentations islamistes. Il m'a aussi demandé du travail pour son fils, le fils aîné, et je lui ai demandé s'il parle anglais parce que c'est plus facile le placer, le mettre. Il m'a dit qu'il va lui l'envoyer à des cours d'anglais, donc pourquoi pas, à suivre. Après 3 semaines d'enquête, je quitte l'Afghanistan sur un terrible constat. Hormis quelques timides avancées réalisées en 10 ans, le malheur et l'obscurantisme continuent à frapper le pays, en dépit de la guerre déclenchée après le 11 septembre 2001. Cette même guerre qui était motivée par la lutte contre l'intégrisme.